Bonjour à tous. Je ne vais pas être originale, mais je veux aussi remercier les organisateurs. Vraiment, ils ont fait un énorme travail pour nous permettre de nous retrouver et d'échanger pendant ces 2 journées. Donc, je suis enseignant-chercheur actuellement à la Haute École de la Ville de Liège et formatrice dans différents organismes de formation continuée pour voilà, poser un peu le contexte. 75% des étudiants éprouvent actuellement des difficultés à se mettre au travail et à persévérer. Alors, c'est énorme, vous vous rendez compte, 3 étudiants sur 4 se disent en difficulté à ce niveau-là. Par exemple, les étudiants viennent me trouver et me disent « Mais madame, moi je sais que je dois travailler, j'aime mes études, je veux réussir, mais j'ai la flemme, je n'y arrive pas. » Et on pourrait imaginer que c'est une question de caractère, que c'est une question de personnalité. Eh bien non, ou bien pas seulement, parce que dans le cadre de nos travaux, nous avons constaté, et on a interrogé 4000 étudiants, on a constaté que les étudiants qui se mettent facilement au travail et qui restent concentrés de longues heures devant leurs différentes tâches sont des étudiants qui mettent en œuvre bien plus de stratégies de mise au travail et de maintien d'effort que les autres. Eh oui, nous le constatons depuis plusieurs années, le nombre d'étudiants en difficulté d'apprentissage augmente doucement, mais de façon constante. Alors, parmi les raisons régulièrement évoquées, on a de plus en plus de difficultés d'apprentissage qui sont liées à la façon d'apprendre, s'y prendre au dernier moment, utiliser des stratégies passives, etc. Et en outre, nous relevons aussi de plus en plus souvent des facteurs psycho-affectifs qui entravent l'apprentissage, et ce, quel que soit l'âge de l'apprenant. Et dans le supérieur, ça devient vraiment un problème, car ça va entraver le développement des compétences professionnelles des étudiants. Trop de potentiel vont rester en sommeil. Les résultats académiques ne reflètent alors pas leur réelle capacité, et cela réduit la probabilité qu'ils décrochent le travail souhaité. Les théories de l'apprentissage autorégulé apportent un éclairage sur les mécanismes en jeu à l'origine de ces constats. Elles proposent un cadre théorique pertinent pour analyser et intervenir, et elles permettent une approche intégrative qui va considérer la personne dans son ensemble. C'est-à-dire que non seulement on va considérer les processus cognitifs, les stratégies, mais également les aspects émotionnels et motivationnels de l'apprenant qui peuvent entraver ce processus. Et donc, on va analyser comment ces aspects interagissent avec la situation, avec la tâche, identifier les points forts et les faiblesses pour agir et permettre à l'apprenant de développer ses compétences pour réveiller le potentiel qui est en sommeil. Donc, dans ce cadre-là, on va permettre à l'apprenant, à l'étudiant, de réaliser des expériences métacognitives, c'est-à-dire lui donner l'opportunité de réfléchir sur son propre fonctionnement et donc d'adopter une position méta. Et ça, c'est indispensable au développement de compétences clés, telles que par exemple les compétences métacognitives. Et c'est essentiel parce que les connaissances métacognitives sont à la base des stratégies métacognitives qui vont elles-mêmes diriger et coordonner les stratégies et les processus cognitifs. C'est parce que vous savez que cette stratégie va vous permettre d'atteindre votre objectif que vous allez planifier de l'utiliser et que vous allez l'utiliser concrètement. Donc, ces composantes métacognitives, elles représentent des variables centrales dans l'apprentissage autorégulé, elles influencent les résultats et elles jouent un rôle essentiel dans l'apprentissage. Et cela, bien sûr, en lien avec les variables psycho-affectives qui jouent également un rôle central. Et depuis une quinzaine d'années, on a vraiment vu l'évolution de ces variables et leur impact dans l'apprentissage. Ces 3 niveaux sont vraiment interconnectés, agissent continuellement lors des situations de résolution de problèmes, donc dans les situations d'apprentissage. Toute situation dans laquelle un paramètre change est une nouvelle situation, est une situation d'apprentissage car elle demande de s'adapter. Et donc, en lien avec l'éducation cognitive, ces théories permettent d'élaborer des programmes
d'intervention efficace. Et grâce aux expériences d'apprentissage médiatisées que l'apprenant va pouvoir vivre, nous pouvons améliorer les compétences d'apprentissage et les résultats académiques en respectant des niveaux et des critères de médiation. Donc, avec cette médiation précise, ça va favoriser l'adaptation de l'apprenant. Et en jouant un rôle actif, l'élève, l'étudiant, va se restructurer lui-même petit à petit. Et dans ce contexte, eh bien, l'objectif général ici est de réveiller le potentiel dormant des élèves, des étudiants, afin qu'ils atteignent leurs objectifs et qu'ils gagnent en efficience. Cela, concrètement, eh bien, en créant du matériel, des programmes à destination des apprenants qui soient utilisables en groupe pour tous et adaptés à leur niveau de développement, et également en créant des modules de formation à destination des enseignants pour d'une part renforcer leur expertise, élargir leurs outils d'intervention et également améliorer leurs compétences à analyser l'apprentissage justement en termes de processus. D'où la formalisation du projet Wake Up qui se décline en 4 publics cibles: les enfants, avec tout l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, les adolescents avec l'enseignement secondaire qui est considéré ici dans son entièreté, et les adultes, d'une part avec l'enseignement supérieur et de promotion sociale, et d'autre part avec le monde du travail. Alors, revenons aux enseignants. Intervenir en formation continuée, c'est bien. Intervenir en formation initiale, c'est encore mieux. En effet, s'il n'a pas lui-même développé un certain nombre de compétences d'autorégulation, de savoir interdisciplinaire, de compétences transversales, mais il va lui être difficile de permettre à ses élèves de les développer à leur tour. Ainsi, après avoir expérimenté avec succès dans l'enseignement primaire, j'ai élaboré et testé des dispositifs d'apprentissage professionnalisants qui permettent d'agir à ces niveaux dans le cadre des séances de cours, c'est-à-dire sans ajouter de travail personnel dans un emploi du temps déjà bien chargé pour nos étudiants. Et ici, l'objectif donc est de permettre aux étudiants d'une part de comprendre et de mémoriser les savoirs disciplinaires et donc vraiment de les intégrer, pas uniquement d'être capable de les ressortir à l'examen et puis ensuite ça part. D'autre part, de développer leurs compétences transversales et enfin, qu'ils soient capables de les intégrer dans leurs futures compétences professionnelles. Alors, des grilles d'auto-évaluation formatrices sont également élaborées afin de procurer des occasions d'expérience métacognitive qui sont autant d'occasions d'analyse réflexive médiatisée pour les étudiants. Et ce que l'on a vu aussi, c'est que quel que soit le cursus, un constat commun, malheureusement, il y a de moins en moins d'étudiants qui mettent en place un apprentissage régulier et progressif de la matière. De moins en moins d'étudiants qui ont des stratégies d'apprentissage efficientes et de moins en moins d'étudiants, malheureusement, qui gèrent correctement leurs émotions et motivations. C'est pourquoi cette année, donnant pour la première fois cours en promotion sociale, eh bien, mon objectif a été d'élaborer un dispositif d'apprentissage plus approfondi qui vraiment favorise le processus d'apprentissage et la maîtrise de la matière, qui permet d'enrichir le répertoire stratégique de l'étudiant et donc de développer ses compétences transversales vers le développement de soft skills et ses capacités d'autorégulation, tout cela pour acquérir une méthode de travail efficace, voire efficiente. Alors, par son continuum entre 4 modes d'engagement cognitif principaux, le modèle ICAP de Shi et Willy permet d'expliciter cela. Et c'est vraiment un cadre que j'ai trouvé très intéressant pour formaliser les choses et me guider encore plus dans la construction des activités qui étaient le cœur de mes séances de travail. Alors ici, nous visons le mode d'engagement interactif, dans lequel les apprenants sont mis en binôme ou en petits groupes
et ils échangent, ils génèrent des idées, ils font des productions qu'aucun étudiant n'aurait pu générer à lui seul. Donc, par exemple, ils vont défendre, argumenter une position, ils vont élaborer des propos, corriger ceux des autres, etc. Alors, selon ce modèle, selon le modèle ICAP, ça laisse supposer que les étudiants sont déjà passés par les modes précédents. Le mode d'engagement constructif, le mode d'engagement actif et le mode d'engagement passif. Donc, ils sont déjà passés par ces modes précédents et ce, individuellement, afin qu'ils aient développé ce qui va nourrir ces échanges. C'est-à-dire que, normalement, les étudiants ont eu des opportunités d'engagement cognitif, telles que, par exemple, transformer le contenu d'un texte en schéma, en diagramme, étudier une matière en faisant des liens avec d'autres parties de cours, et donc ils savent le faire. Pour cela, il faut qu'individuellement, ils aient eu des opportunités de manipulation d'informations, telles que par exemple sélectionner les informations importantes d'un texte et qu'ils aient eu des feedbacks, des correctifs. Est-ce qu'ils ont bien sélectionné les éléments les plus pertinents? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils auraient dû sélectionner? Or, malheureusement, l'expérience montre que ce n'est pas si évident, et que nombre d'étudiants ont été essentiellement dans un mode d'engagement passif. D'où l'importance de proposer des activités qui demandent de la part des étudiants un mode d'engagement interactif, mais tout en portant dans un premier temps sur la manipulation d'informations provenant du matériel d'apprentissage, par exemple sélectionner des notions clés d'un chapitre, puis de la transformation de cette information, par exemple les notions clés d'un chapitre, les représenter sous la forme d'un schéma qui va renseigner de la structure d'un chapitre. Donc, dans ce contexte d'élaboration de dispositifs, le COMPASS de Parmentier et Paquet est, je trouve, un bon outil d'analyse qui permet de s'assurer que les apprenants sont bien mis dans des conditions potentiellement favorables à la construction de compétences. Alors en février, dans ma charge, en février dernier, dans ma charge d'enseignement, j'ai un cours de gestion des ressources humaines qui se donne pour 2 groupes classes différents. Le groupe jour, c'est un public de jeunes étudiants, comme on a en général à l'université, en haute école, dont l'activité principale est de suivre les cours. Et le groupe du soir, quant à lui, est composé d'un public d'adultes en horaire décalé, qui sont en reconversion professionnelle et qui travaillent la journée, en général à temps plein. Donc j'ai vu là l'opportunité d'une part de tester le dispositif et d'autre part de pouvoir le comparer, de comparer les résultats sur 2 profils a priori différents, 2 profils d'étudiants a priori différents. Alors la matière, eh bien, c'est un cours de base bien dense, essentiellement théorique, vaste et parfois complexe, et entièrement consigné dans un syllabus de 90 pages, d'où la conception d'activités d'apprentissage collaboratif et de grilles d'auto-évaluation formatrice pour atteindre le développement des compétences ciblées. Au programme, 7 séances de 3 heures chacune, un cadre sécurisé d'expression qui est centré sur le renforcement du sentiment de compétence. Donc, on retrouve ici les critères de médiation précédemment rapidement évoqués dans l'introduction théorique et des feedbacks personnalisés ponctuels. 2 questionnaires individuels auto-rapportés pour justement une évaluation de l'impact du dispositif. Donc, le projet initial, des activités collaboratives, un encadrement personnalisé de l'enseignant qui passe de groupe en groupe. Et voici ce qui s'est passé. Confinement, cours en e-learning, adaptabilité, flexibilité, gestion des émotions, des miennes, mais aussi surtout celles de mes étudiants. Comme pour vous, mes soft skills, mes capacités d'autorégulation ont été fortement mobilisées et le projet a dû rester à l'état de projet. Pour l'instant, je dirais, parce que je vous donne rendez-vous dans 2 ans pour la communication des résultats. Donc, en guise de conclusion, bien qu'ils soient enfants, adolescents ou jeunes adultes,
il y a de plus en plus d'apprenants qui, malheureusement, n'ont pas pleinement développé leur capacité d'autorégulation et d'autres, plus âgés, qui gagneraient en efficience à les améliorer. Il s'agit d'avoir des outils d'apprentissage adéquats, de savoir s'organiser et de passer à l'action, et de gérer les aspects émotionnels et motivationnels qui peuvent entraver l'apprentissage. Alors, cette approche métacognitive intégrative de l'apprentissage permet de développer ces compétences transversales essentielles. Et pas uniquement, elle permet aussi de développer d'autres oh, la dernière dia, c'est pas bien, pardon. Et d'autres, voilà, d'autres compétences telles que les soft skills qui sont de plus en plus recherchées dans le monde du travail et qui représentent un des critères d'employabilité de plus en plus importants. Sur ces paroles, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à vos dispositions pour tout complément d'information ou questions.